Oui, donc bonjour tout le monde. Ça fait encore plaisir de vous revoir pour cette séance du deuxième semestre. Donc je me présente, je vous souhaite le bienvenu d'abord pour le nouveau bachelier et pour les anciens, donc bon courage pour ce semestre-là cette année. Donc je me présente, je suis M. Tass, Mustafa. Donc je vais vous assurer le cours de chimie de solution. Donc c'est un module de chimie de solution, c'est un module de base pour la chimie. Mais avant d'aborder notre cours, j'aimerais bien faire un speech sur le choix. Vous avez fait un choix sur filière de chimie, sciences de la matière chimie. Donc j'espère que vous avez fait un choix réfléchi, que vous avez réfléchi à cette question-là. Pourquoi les chimies n'ont pas la physique ou n'ont pas autre chose? Et bien sûr, chacun a ses raisons, chacun a ses motivations. Mais le plus important pour moi, et pour vous, pour ce choix-là, c'est le choix, il est fait. Mais pour l'aborder, normalement, il faut l'aborder avec ce qu'on appelle avec amour. Donc, il faut aimer ce que vous faites. Ce que vous avez choisi, il faut le faire avec amour. Donc, sinon, ça ne marche pas. Donc, d'après les expériences, il faut aimer ce que vous faites. Si on est comme ça, c'est un choix arbitraire comme ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aime, on donne tout, donc on s'investit, donc on donne corps et âme, donc on s'investit totalement, et comme ça, on aura des résultats. Vous aurez des résultats à la fin. Mais si jamais c'est arbitraire, c'est comme ça, j'ai rien trouvé, au pif, non, ça marchera pas. Donc ça, c'est d'après l'expérience. Il faut aimer ce que vous faites. Il est encore temps de faire d'autres choix. Donc, pour ne pas perdre l'année, le semestre et tout ça. Donc, normalement, la fac, c'est quoi la fac? C'est notre étape pour les nouveaux bacheliers. Donc, c'est notre étape, c'est l'enseignement supérieur. Bien sûr, c'est la dernière étape dans votre enseignement. Bien sûr, ça commence par S1 et ça se termine par le doctorat, Inch'Allah. Donc, bien sûr, S1 et S2, donc S1 c'est passé. J'espère que vous avez validé, ou certains de vous, je sais que d'autres, ils passent le rattrapage. Mais ça va venir, Inch'Allah. Donc, si vous avez la volonté, donc bien sûr, il faut se fixer un objectif. Quel est votre objectif en entamant une étude universitaire? Donc, bien sûr, dans un premier temps, vous visez la licence, comme tout le monde. Mais cette licence-là, ce n'est pas un papier, ce n'est pas un diplôme comme ça. Une licence, bien sûr, c'est un acquis de savoir. Donc, vous allez compléter ce que vous avez vu jusqu'au baccalauréat, donc secondaire. Donc, vous avez un savoir. Et ce savoir-là va être complété et enrichi par d'autres. Et à la fin, bien sûr, au niveau licence, ou bien au niveau master, ou bien au niveau doctorat, vous serez donc capable de réfléchir, de décider, de faire des choses, sur la base de ce que vous avez accumulé comme savoir. Et bien, c'est ça, l'objectif, pour nous, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Le savoir, il est là, donc on va vous transmettre le savoir à travers ces cours, donc cette filière, les modules, les éléments de modules, les chapitres, tout ça, c'est un savoir qu'on va essayer de vous transmettre d'une façon ou d'une autre. Et après, il y a le savoir-être, le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quoi? Le savoir-faire, c'est-à-dire ce que vous allez, à travers ce savoir-là, vous allez essayer de répondre à des situations. Donc voilà, c'est au niveau TD, au niveau des examens, des contrôles, donc des exercices. À travers un certain nombre d'exercices, vous serez capable de répondre sur la base de ce que vous avez acquis comme savoir. Et le savoir-être, c'est quoi? Eh bien, le savoir-être, c'est que dans la vie, il faut savoir être
en harmonie avec ce que vous entoure. Donc, vous comprenez ce qui est autour de vous dans la vie. S'il y a des tempêtes, s'il y a tout ça, donc vous saurez expliquer les phénomènes qui se passent autour de vous. C'est ça ce qu'on appelle le savoir-être. Vous saurez expliquer, donc expliquer les phénomènes qui se passent autour de vous. Vous aurez une idée, une explication, une interprétation des choses. Et non pas, je ne sais pas. Non, vous devez savoir ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le savoir-être. Et être en harmonie, vous arrivez à expliquer, à savourer ce qui se passe autour de vous. C'est ça ce qu'on appelle le savoir-être. Donc, il y a les traits dans l'apprentissage. Donc, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Et tout ça ne peut être bénéfique ou bien vu sans le développement de l'esprit critique, ce qu'on appelle l'esprit critique. C'est ça le but pour vous. Donc, l'enseignement supérieur, on vous incite à développer votre esprit critique, c'est-à-dire qu'il faut travailler votre substance grise. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire que vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Ils n'ont pas à apprendre. Apprendre, ça vient après comprendre. D'abord, dans un premier temps, il faut comprendre et apprendre par la suite. Malheureusement, jusqu'à présent, au niveau secondaire, on vous demande qu'apprendre. On vous donne tout bien prêt, donc sur des plaques, et vous apprenez les choses et vous l'expliquez, et vous les appliquez après. Mais pour, bien sûr, je parle de mon module, ou bien c'est valable pour tous les modules, pour l'enseignement supérieur. Donc, ici, maintenant, c'est le problème de comprendre ce que vous faites. Tout ce qu'on vous donne, il faut le comprendre. Et apprendre, ça vient après, ça vient automatiquement. Si on comprend, on apprend facilement. Donc, si on comprend, on apprend facilement. Mais si on apprend, une fois, vous serez dans des situations et vous ne saurez pas comment faire. Donc, c'est ça ce qu'on parle de savoir-faire. Savoir-faire, donc après d'avoir comprendre ce savoir-là, vous pouvez le savoir, pouvez passer au savoir-faire, c'est-à-dire vous pouvez faire avec des choses, avec ce que vous avez compris. Donc, c'est ça la philosophie de la chose de l'enseignement supérieur. On dit, est-ce que c'est difficile ou bien c'est facile? Rien n'est facile, rien n'est difficile. Si on arrive à comprendre, tout devient à la portée. Et c'est ça, donc, c'est avec cet objectif-là, donc il faut se fixer un objectif dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est là, vous allez entamer une étude supérieure, bien sûr, c'est long, ça peut aller jusqu'à 3 ans, 5 ans, voire 8 ans ou plus. Ça dépend de votre objectif et vos ambitions. Bien sûr, il faut se fixer dans la vie un objectif. Mais cet objectif-là, il est basé sur des choses. Ce n'est pas comme ça. Je veux être ça. Non, ça ne veut rien dire. C'est sur la base de ce que vous avez. Il y a une option, donc il y a une ambition, donc mais bien sûr, l'ambition, elle est basée sur les qualités. Est-ce que vous avez un potentiel, ce qu'on appelle un objectif, donc le hadaf, مبني على طموح وقدرات ولكن القدرات c'est le plus important, donc c'est le potentiel. Est-ce que vous avez un potentiel pour aller plus loin? C'est ça, donc si vous sentez que vous avez un potentiel, donc bien sûr il faut fixer un objectif plus haut. Mais bien sûr, si vous n'avez pas chacun a je ne dirais pas qu'on ne peut pas avoir de potentiel, chacun a ses potentiels. Mais bien sûr, le potentiel avec l'amour de la chose, ce que vous faites, vous les aimez, ce que vous faites, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin. Mais si on n'a pas, on a un potentiel, mais on est paresseux, donc on ne veut pas travailler, on veut se laisser aller, donc on n'a pas d'ambition, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est ça, donc il y a des choses qu'il faut le faire, qu'il faut être conscient. Donc, c'est ça, un objectif, il est basé sur le potentiel humain, ce que vous avez comme potentiel, et avec des ambitions طموح. Donc, je veux
remédier à ma situation, je veux changer les choses, je veux aller plus loin, je veux être ça, donc je veux. Mais ce je veux-là, il est limité, il est entre parenthèses, suivant ce potentiel. Vous devez avoir un potentiel donné et, bien sûr, avec l'amour de la chose, donc vous aimez ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez aller plus loin. Et bien pour nous, donc pour tout à chacun, il a un objectif donné, mais pour moi et avec vous, donc ce que je partage avec vous, donc j'ai un objectif à travers ce modèle-là, j'ai un objectif. Donc quel est mon objectif et quel est l'objectif de ce modèle-là vis-à-vis de vous? Donc bien sûr, on va essayer de voir ce qui se passe dans les solutions, donc chimie de solution. Et bien, le but de ce chimie de solution, de ce modèle-là, c'est que vous, à la fin du semestre, vous serez capable d'identifier, ou bien, oui, d'identifier, de reconnaître un certain nombre de réactions chimiques. Vous avez déjà entendu parler des réactions chimiques, mais là, on va essayer de voir 4 types de réactions chimiques. L'objectif, c'est qu'à la fin, dans une liste de réactions chimiques, on peut vous donner un problème qui contient que des réactions chimiques, et on vous demande de différencier, classer ces réactions chimiques en 4 classes. Et bien, c'est les 4 classes qu'on va voir, les 4 types de réactions qu'on va voir. Les réactions acido-basiques, les réactions d'oxydoréduction, les réactions de précipitation et les réactions de complexation. Donc, l'objectif de ce modèle-là, c'est étudier ces 4 types de réactions-là, de les comprendre comment ça se passe, leur mécanisme. Donc, bien sûr, ici, vous avez déjà vu tout ça, à part les complexes, un petit peu de précipitation, mais vous avez vu tout ça. Donc, les acides et les bases, l'oxydoréduction, vous les avez vus. C'est un bac 2. Donc, mais ici, on va essayer de les comprendre, de rentrer dedans, au-delà des formules et tout ça, essayer de comprendre ce qui se passe. C'est quoi une réaction? Quelles sont les règles de ces réactions? Donc, les lois qui gèrent ces réactions-là? On va essayer de comprendre le fond de ces réactions-là. Parce que c'est à la base. Donc, dans la chimie, c'est la chimie de solution, il y a en dehors, donc, bien sûr, la chimie organique, je ne parle pas de la chimie organique. Donc, les réactions au niveau minéral, donc, c'est 4 types de réactions, les 4 classes de réactions. On va les revoir, en même temps, donc, je lance qu'on va les retrouver en S3. J'aurai un modèle avec vous, la chimie des électrolytes. Et dans la chimie des électrolytes, on va exploiter, donc, on va utiliser ces 4 types de réactions. Donc, on aura donc une succession, donc, ici, pour les acides et les bases, on va finir une fois pour toutes. Tout ce qui concerne les acides et les bases, on va le voir dans ce modèle-là. Pour la chimie de précipitation aussi, pour la complexation, on va voir que les définitions, donc, et la nomenclature du complexe. Mais pour l'oxydoréduction, on va initier. L'oxydoréduction, on va faire qu'une introduction à l'oxydoréduction et on va le voir en S3. En S3, on va le détailler encore plus. Donc, voilà donc l'objectif donc, de ce modèle-là. Donc, 4 types de réactions que vous avez déjà vues, mais on va essayer de les comprendre. Pourquoi il se passe ces réactions-là? Pourquoi ce composé-là? On dit que c'est un acide, l'autre c'est une base, ça c'est un oxydant, l'autre c'est un réducteur. Le sel, ça c'est un composé qu'on appelle complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va donner des définitions, des règles et des lois, des mécanismes qui vont gérer. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc rien, donc pour vous à la fin, vous devez être capable, rien qu'en regardant des réactions, vous dites tiens, voilà, ça c'est une réaction acido-basique, l'autre c'est une oxydoréduction, l'autre c'est une précipitation. Bien sûr, parce que vous allez identifier et les réactifs et les produits, et à travers cette identification, bien sûr, qui est basée sur des règles. Donc, identification, vous allez dire, vous allez confirmer, on va vous le demander ça, vous l'aurez au contrôle, donc vous aurez des types comme ça, des réactions, vous dites, ça c'est une oxydoréduction, ça c'est une acido-basique, ça c'est précipitation, et l'autre c'est une complexation.
Mais, mais pour ce faire, donc, pour rentrer, donc, ici, vous n'êtes que 20, donc, ici présent qui me suit, donc, malheureusement, les autres, ils ont des rattrapages. Je ne vais pas dire grand-chose. Oui, comment on va procéder pour ce cours-là? Donc, bien sûr, en ligne, on aura une séance. Je vais essayer de voir avec l'administration si on peut programmer notre séance, avoir 2 séances par semaine, parce que c'est un peu long, notre cours. Et comme ça, et on a commencé un peu tard, donc on aurait dû commencer début mars, mais malheureusement, avec les examens et les rattrapages, ce n'était pas possible. Donc, on va essayer de voir si on peut faire deux séances par semaine. Ce sera pour rattraper le temps perdu. Et comment je vais procéder? J'enregistre la séance et à la fin, donc, je vous envoie l'enregistrement. Donc, vous aurez sur plateforme le chapitre. Donc, je vous envoie en PDF, donc les chapitres de cours, c'est-à-dire le polycope, mais par séance. Et en même temps, je vous envoie donc l'enregistrement des séances. Et bien sûr, vous devez consulter entre-temps. Et si vous avez des problèmes, vous avez des nuances quelque part, vous pouvez les noter, ou bien vous m'envoyez vos questions, je peux répondre, ou bien pendant la séance suivante du cours, on peut discuter si vous avez des remarques, si vous avez des questions, donc ils seront les bienvenus. Donc, on va essayer maintenant, oui, pour introduire donc, ce chapitre-là, il y a la chimie des solutions. Donc, la chimie, donc, ça veut dire quoi? Ce qui se passe dans la solution. Donc, il faut savoir c'est quoi cette solution. Donc, ce premier chapitre, comme vous voyez, donc c'est ce premier chapitre. Il n'y a pas de quoi, mademoiselle, donc c'est mon devoir de... Il y a une demoiselle qui me remercie, donc il n'y a pas de quoi. Donc moi, je suis là pour vous, je suis disponible pour vous. C'est mon devoir faire de mon mieux. Et c'est avec un grand enthousiasme que je fais ce cours-là pendant des années. Donc, et j'aimerais à la fin que vous sortiez avec, donc bien sûr, ça c'est chimie de solution, c'est un modèle de base pour la chimie. Donc, si vous arrivez à comprendre, si vous vous êtes investi correctement, donc à comprendre ce qui se passe, vous n'aurez pas de problème par la suite. Croyez-moi, vous n'aurez pas. Et ça, il faut le faire pour jusqu'à S4. Jusqu'à S4. Donc, vous devez être attentif à vos modules. Ce sont des modules de base de la chimie. Ce sont des modules de base de la chimie. Par la suite, ce sont des applications, donc des spécialités, des options. Mais pour la thermo, l'atomistique, j'aurai l'occasion de parler de l'atomistique. Donc l'atomistique, la thermodynamique, c'est la base de la chimie. L'équilibre, vous avez déjà vu en thermochimie, donc les équilibres chimiques. Mais nous, les équilibres chimiques, c'est une réaction A plus B, ça donne C plus D. On va le redéfinir encore une fois, mais vous avez vu que l'échange énergétique est une réaction quelconque. Mais nous, on va essayer de voir ce qui se passe, donc d'identifier, de parler des réactions spécifiques. Une réaction spécifique, c'est une acido-basique, c'est une classe de réaction énorme qui existe dans la chimie. Pour l'oxydoréduction, la même chose, c'est ce qu'on appelle l'électrochimie. Donc, c'est une discipline. Mais au niveau chimie de solution, donc, on va vous donner que les bases, les éléments de base pour essayer de comprendre le plus complexe. On commence par doucement, donc, les choses simples. C'est ça la théorie. La théorie, on commence toujours par un modèle simple, quelque chose de simple. Et après, et bien sûr, ça va nous aider à comprendre le plus complexe. Donc, le plus difficile, le plus complexe, les systèmes plus complexes. Mais il faut acquérir d'abord, il faut avoir l'acquisition des données pour un modèle simple. La même chose que vous avez pour Bohr, pour l'atomistique. Le modèle de Bohr, donc l'atome d'hydrogène, un électron et un proton. Donc ça, c'est un modèle simpliste. Et après, vous avez complété pour les autres atomes qui contiennent polyélectrons et qui contiennent plusieurs électrons. Et ça devient plus complexe avec
avec les règles de Slater et tout ça, la configuration, les orbitales et tout ça. Donc, bien sûr, avec un modèle simple, si on arrive à le comprendre, on peut passer au modèle plus complexe. Et ça nécessite, bien sûr, une intention de votre part et une dynamique de groupe. Malheureusement, avec cette pandémie-là, on n'a pas les moyens, les conditions de travail. J'aurais aimé être avec vous dans l'amphi comme ça. Il y a un échange, il y a des émotions qui vont passer, donc il y a une interaction. Mais on va essayer de le créer pendant donc, ces séances-là, avec vos questions, vos réponses. Donc on va essayer de créer cette interaction. Et pour le travail au niveau, donc bien sûr, il y a le cours. Le cours, ça se fait, c'est ce qu'on appelle le cours magistral, mais il y a les TD et les TP. Et ça se complète. Les TD complètent le cours parce que c'est une application. Donc, c'est ça. Le savoir, on essaye de le transmettre à travers le cours magistral. Et au niveau TD et au niveau TP, on essaye de... C'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Essayer de mieux faire, d'appliquer ce que vous avez eu au niveau des exercices et au niveau des manipulations. Donc, au niveau des manipulations, vous allez concrétiser ce savoir-là, donc c'est ce savoir-faire. Mais, donc, je disais que pour la solution, donc, il faut d'abord définir ce qu'est une solution. Le milieu, c'est ça ce qu'on appelle au niveau chimique le vocabulaire, donc c'est le milieu réactionnel, le milieu dans lequel on va travailler. C'est la même chose si on fait l'extrapolation au niveau vie courante. Donc, bien sûr, il y a une usine, bien sûr, de fabrication de voitures, par exemple. Donc, il y a un lieu qui contient le matériel donné nécessaire pour fabriquer des voitures. Donc, l'usine, c'est le milieu de travail pour les gens. Donc, pour nous, notre milieu de travail, c'est la solution. Donc, tous les produits, on va les mettre dans cette solution-là et voir ce qui se passe. Donc, il faut d'abord définir ce milieu réactionnel. C'est quoi la solution? Quelle est la définition d'une solution? Eh bien, tout simplement, donc, bien sûr, une solution, c'est un mélange de moins deux espèces, deux constituants. Il est constitué d'au moins deux, voire plus. Pourquoi je dis deux? Parce que c'est la solution la plus simple. Il y a deux constituants. Vous me suivez avec moi, donc on dit qu'il y a un corps solide, liquide ou gazeux, dissous dans un liquide constitue une solution. Eh bien, je dis un corps solide, liquide ou gazeux. Donc, c'est un constituant. Ça peut être un solide, ça peut être un gaz, ça peut être un liquide. Lorsque je le mets dans un liquide, un autre liquide, je vais mélanger deux constituants. Et ça constitue pour moi une solution. Le plus simple ici, parce qu'on parle de liquide au plus inconnu, mais dans notre cas, l'autre liquide inconnu, pour nous, c'est l'eau. On va travailler dans l'eau. On parle de solution aqueuse. Si on travaille dans un autre liquide, c'est une solution qui n'est pas aqueuse. Mais puisque l'eau, lorsqu'on travaille dans l'eau, on parle de solution aqueuse, ou bien tout simplement une solution. Donc, lorsque je mets un composé, un constituant dans l'eau, je vais former deux constituants et je forme ce qu'on appelle une solution. Et bien, cette solution-là, on met dans un récipient, un becher, un verre. Un becher, c'est l'équivalent d'un verre, vous connaissez. Au niveau TP, vous allez faire connaissance, vous allez toucher ces matériels, le verrier, ce qu'on appelle le verrier de laboratoire, c'est en verre, donc on travaille des récipients, des fioles, des béchers, des herlaines, un matériel de laboratoire. Donc mais le récipient dans lequel on travaille, c'est un bécher. Un bécher peut contenir 100 millilitres, 1 litre, un demi-litre, 20 millilitres, 50 millilitres. Donc, ça dépend des quantités avec lesquelles on va travailler. Donc, c'est quoi une solution? Une solution, lorsqu'on veut mettre un composé ou bien un constituant chimique dans l'eau. Pour nous, parce qu'on va parler que de la solution
aqueuse. Eh bien, l'eau, cette solution, le constituant qu'on va mettre, c'est un constituant, normalement, ici, la condition pour réaliser une solution, il faut, dans notre cas, il faut que l'eau soit majoritaire par rapport au constituant qu'on va mettre. On va mettre un composé, il faut que le composé soit minoritaire par rapport à l'eau, par rapport à l'autre constituant, donc bien sûr qu'on va nommer ici, on va le dissoudre dans l'eau, dans le liquide qui est l'eau. L'eau, il est majoritaire. Vous imaginez, bien sûr, chez vous, lorsque vous avez un verre de thé, un verre de thé qui n'est pas sucré, donc on suppose que c'est du thé ou bien c'est de l'eau. Vous voulez sucrer l'eau, donc on ajoute un morceau de sucre, un petit morceau de sucre par rapport à une grande quantité d'eau. Donc c'est ça ce qu'on dit, minoritaire par rapport. Donc minoritaire, c'est une petite quantité par rapport à l'autre qui est en majoritaire avec une grande quantité. Eh bien, ce composé-là, il doit être minoritaire, on l'appelle solité. On l'appelle solité, donc c'est le solité. Et l'autre qui est majoritaire, c'est le solvant. Donc ici, d'après les définitions, un corps solide, liquide ou gazeux, c'est un solité. On peut dire un solité. Un solité, ça peut être gaz, solide, liquide. Un solité qu'on va mettre, qu'on va dissoudre dans l'eau. Et bien l'eau, dans notre cas, il joue le rôle de solvant. Donc le solvant, donc l'eau, c'est le solvant, il est majoritaire. Donc, je reprends. Donc, une solution, c'est quoi une solution? Une solution, c'est un mélange d'au moins deux constituants. Un qui est le solité, il est minoritaire. L'autre qui est l'eau, il est majoritaire. C'est le solvant qui est majoritaire. Donc, solvant, solité. Une solution, c'est un mélange de solvant, solité. Ça peut être deux, c'est-à-dire le solvant et un solité. Ça peut être plusieurs solités. Je peux mélanger, je peux introduire plusieurs solités, plusieurs composés dans l'eau, donc dissoudre dans l'eau, et ça constitue aussi une solution. Pour dire que c'est une solution, bien sûr, il faut répondre à des règles. Cette solution doit répondre à des règles. Et bien voilà la règle qui dit, tiens, voilà, il faut que le solité, l'absence de réaction chimique entre le solvant et le solité. Il ne faut pas qu'il y ait une réaction chimique pour parler de solution. Je vais mettre le solité dans l'eau, un composé dans l'eau. Il va se solubiliser. Mais il ne faut pas qu'il y ait de réaction. C'est-à-dire, je ne dois pas... D'abord, on doit définir c'est quoi une réaction. On va le définir après. Donc, ça veut dire quoi? Je mets le solité, il doit rester le solité. Il ne doit pas se transformer. L'eau, il est là, le solité, il est là, ils sont ensemble. Mais, autre règle, c'est que le mélange doit être homogène. Il faut qu'il y ait une seule phase homogène. Donc, il est dissous. Le solité, il est dissous. Vous mettez le sucre dans l'eau ou bien dans le thé, vous ne voyez plus le sucre. Il est dissous. Donc, c'est ça ce qu'on parle de solubilité. Par quoi comment il s'est solubilisé. On peut dire, vous mettez un composé solide et après vous ne le voyez pas. Vous voyez que la solution, que l'eau. Le solide, il est passé où? Il est dissous. Et comment il est dissous? Eh bien, ça, c'est des règles, ça aussi. Il s'est passé des choses. Parce que le liquide, bien sûr, pour l'eau, notre solvant, le solvant, il a des propriétés. Il a joué un rôle pour solubiliser. C'est pourquoi on parle de solvant. Pour les demoiselles, elles savent qu'est-ce que c'est un solvant. Quelle est l'utilisation de solvant vous utilisez, vous? S'il y a une volontaire, Soumiya, Nada, ou Khawla, ou bien Asma, Nahid, est-ce que vous avez réponse? Vous utilisez un solvant, vous. Est-ce que vous êtes là d'abord? Mesdemoiselles,
Messieurs, est-ce que vous avez une réponse? J'ai pas fait attention, j'ai pas lu votre chat. C'est c'est Soumia? Oui, donc le solvant, bien sûr, qu'utilisent les demoiselles ou en général les femmes, c'est le solvant pour la peinture des ongles. Donc pour enlever la peinture. Et comment ça se fait? Comment pouvait-on... Ou bien le solvant pour la peinture en général. Il y a ce qu'on appelle le dissolvant. Un solvant, dissolvant. Dissolvant, donc c'est pour enlever la peinture. Et sur quelle base? Eh bien, il a des propriétés, le solvant, il a des propriétés. Donc, le solvant, non, le solvant, c'est pas le muhfi, c'est pas, non, non, c'est pas ça. Le solvant, c'est un solvant, c'est pas le muhaffiz, c'est normalement, c'est le catalyseur. C'est lui qui déclenche la réaction. Le solvant, non, c'est lui qui dissout les produits, qui fait disparaître. Donc, vous introduisez le sucre. Voilà, je dis l'exemple simple qu'on connaît tous. Le sucre ou bien le sel, vous ajoutez le sel. Le sel, c'est des grains. C'est des grains, c'est un solide, le sel. C'est un solide. Lorsqu'on le met dans l'eau, il disparaît. Et la solution devient salée. Lorsqu'on goûte, ou bien vous goûtez le menet, ou bien ça devient salé, ou bien le sucre, lorsqu'on va l'ajouter dans une tasse de café ou bien une tasse de thé, ça devient sucré. Lorsqu'on goûte, ça devient sucré. Pourquoi? Donc, parce que le sucre, il est dissous. Il est dissous, il s'est réparti dans la solution, il s'est homogénéisé avec la solution. C'est l'effet de quoi? C'est sous l'effet du solvant. Parce que le solvant, il a deux propriétés. La première propriété, c'est que l'eau, c'est un polaire. Vous avez vu, donc vous allez voir avec Mme Yousfi, donc pour les liaisons chimiques, lorsque vous allez étudier la géométrie des molécules, vous allez étudier ce qu'on appelle un composé polaire ou un composé apolaire. Un composé polaire, c'est-à-dire que lorsque les deux bouts, vous prenez un composé AB. Si on prend un composé AB, comment se forme ce composé AB? Une molécule AB, comment il se forme? Vous allez voir que c'est la mise en commun d'un doublet électronique. Il y a une liaison qui se crée entre A et B. Une liaison qui se crée entre A et B. Quelle est cette liaison? C'est un doublet électronique, c'est-à-dire le A va apporter un électron, le B va apporter un électron, et comme ça, c'est ce qu'on appelle les électrons, ce que vous avez appelé au niveau atomistique, c'est les électrons de valence. Ils vont mettre en commun les deux, le composé, l'atome A et l'atome B vont mettre en commun deux électrons. Donc, il va se répartir entre les deux. Si le composé, si on n'a que A2, par exemple, A avec A, il forme le composé A2. C'est l'exemple de l'hydrogène ou bien l'oxygène O2, H2, l'hydrogène, le gaz. Donc, normalement, c'est l'électronégativité. Lorsque j'ai un composé pur, A2, molécule A2, B2 ou C2, donc deux atomes de A. Donc, normalement, ils ont même électronégativité. Donc, s'ils vont mettre les deux électrons, chacun il va apporter un électron, la liaison qui sera entre les deux, vous avez appelé ça liaison covalente. C'est une liaison covalente. Il est équitablement, le doublé, il est partagé 50% pour A et 50% pour l'autre A. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont même électronégativité. Oui, mais si on a un composé AB, donc ça veut dire quoi? Les deux atomes n'ont pas la même électronégativité.
c'est vrai, il se peut qu'ils ont une faible différence entre l'électronégativité. On parle aussi de liaison covalente, c'est-à-dire le doublé, il est partagé équitablement 60-40, par exemple. Il est 60 de B, soit 40 pour A. Ce n'est pas 50-50 comme A et A. Mais si jamais il y a une grande électronégativité, une grande différence, et c'est ça ce qui se trouve entre la colonne, la période, le tableau périodique des éléments, la première colonne que vous avez notée, les alcanes, c'est-à-dire Na+, K+, les alcanes, et l'avant-dernière colonne, c'est les halogènes, le fluor, le chlore, le brome. Donc ici, pour ces éléments-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué qu'en allant des alcanes vers les halogènes, l'électronégativité augmente. Et en allant des halogènes vers les alcanes, l'électropositivité augmente. Donc les alcanes sont des éléments très électropositifs, les alcanes sont des éléments très électronégatifs. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à être chargés négativement. L'autre, ils ont tendance à être chargés positivement. C'est-à-dire qu'ils cèdent, les alcanes cèdent les éléments électropositifs, ils cèdent les électrons, et les éléments électronégatifs, ils gagnent des électrons. Ils ont tendance à avoir plus d'électrons. Et bien, si vous mettez, par exemple, pour le cas de HCl, HCl, c'est un acide, donc HCl, donc la liaison qui existe entre HCl, ce n'est pas une liaison covalente. C'est une liaison, ce qu'on appelle une liaison ionique. C'est une liaison ionique. Pourquoi? Parce que la différence d'électronégativité entre l'hydrogène, ou bien NaCl, un alcane pur, un solide, donc NaCl, c'est le sel. NaCl, c'est le sel qu'on utilise pour la cuisine. C'est un solide, c'est des grains. Donc, il est formé d'un atome de sodium et d'un atome de chlore, de chlorure. Donc, la liaison qui existe, c'est une liaison qui n'est pas covalente. On parle de liaison, donc vous allez voir avec Mme Yousfi, donc c'est une liaison purement ionique. C'est une liaison. Pourquoi? Donc, les deux atomes, ils ont donné leur électron, mais le double qui est formé, il est attiré vers le chlore plutôt que vers l'hydrogène. Donc, il y a l'attraction vers le chlore. Pourquoi? Parce que c'est un élément très électronégatif. Il attire les électrons. Alors, l'autre, il est très électropositif. Il cède. Il laisse aller il donne les électrons. Et comme ça, donc, le doublé, on voit un doublé libre sur le chlore et on voit une charge positive sur le sodium. Donc, une charge positive sur le sodium et une charge négative sur le chlore. Et comme ça, on dit que ce composé-là, il est polaire. Donc, le doublé électronique, il n'est pas partagé équitablement comme ça, on ne voit rien. 50-50, la charge électrique, il est partagé équitablement entre les deux, entre A et B. Mais on voit qu'il y a une charge, il apparaît, on met delta moins ou delta plus. Il apparaît une charge négative, c'est l'élément le plus électronégatif, une charge négative, c'est une charge positive, c'est l'élément très électropositif. Et comme ça, on parle de composés polaires. Eh bien, c'est le cas pour l'eau. L'eau, comme vous voyez, il est formé à partir de quoi? D'un oxygène et deux hydrogènes. Donc, eau, liaison avec un hydrogène et un autre hydrogène. Donc, cette liaison, normalement, la géométrie, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas H, liaison O, liaison H. C'est une géométrie V. Vous allez comprendre pourquoi avec Mme Yousfi. Et comme vous le savez, l'oxygène il est très électronégatif par rapport à l'hydrogène. Donc, lui, il a tendance à attirer le doublé électronique. Et comme ça, il apparaît des charges négatives. C'est l'oxygène. Il apparaît en conséquence, puisque le double il est déplacé vers l'oxygène, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté d'hydrogène, on aura une charge positive. Une charge positive. Et globalement, donc, la molécule sera polaire. Donc, il y a deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif. On parle de pôle négatif et pôle, c'est ça, le composé polaire. C'est-à-dire que la charge n'est pas répartie équitablement sur tous les composés, sur tous les atomes. Donc, il y a une charge, un pôle positif et un pôle négatif. Et bien, ça, c'est une
une première propriété du solvant. Quel est l'avantage de cette propriété-là? Donc, bien sûr, lorsque je vais introduire un composé, c'est-à-dire l'eau solide dans l'eau, lorsque je vais l'introduire, l'eau va s'approcher. Donc, bien sûr, on dit qu'il va hydrater. Il va hydrater ou bien il va entourer ce composé-là. Parce qu'il est minoritaire, donc il sera enfoui, englobé par les eaux. Et bien l'eau, donc le composé AB qu'on va introduire, il présente une charge positive et une charge négative. Donc, normalement, les charges positives de composé AB seront attirées, ils vont attirer les charges négatives de l'eau qui existent sur l'oxygène. Donc, les charges positives, supposons que A a une charge positive. Donc, A sera entouré de l'eau du côté d'oxygène. Puisque normalement, comme vous le savez, des charges de signes opposés s'attirent. Donc, puisque A il a une charge positive, il va attirer l'eau du côté oxygène, parce que c'est l'oxygène, on a des charges négatives. L'atome B sera chargé négativement, donc il va attirer l'eau du côté hydrogène, puisqu'il présente les charges positives. Vous voyez donc, le composé AP qu'on va introduire sera entouré de l'eau de deux façons. A, il est entouré de l'eau du côté oxygène, le B, il est entouré de l'eau du côté hydrogène. Et à ce moment-là, ça c'est pourquoi? Parce que l'eau, il a cette propriété de polaire. Il a deux pôles. Donc, il ne va pas entourer A et B de la même façon, il va les entourer de deux façons différentes, ou bien du côté oxygène, ou bien du côté hydrogène. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la deuxième propriété du solvant. On dit que le solvant, il a un coefficient d'ionisation, ou bien un coefficient diélectrique. Ce qu'on note le epsilon, lorsqu'on parle des charges, vous avez déjà vu le cours d'électrostatique en S1. Normalement, lorsque vous avez une charge qui 1 et une charge qui 2 à une distance D, la force qui s'exerce, c'est quoi? C'est qui 1 fois qui 2 sur 4 pi epsilon 0. 1 sur D au carré ou bien R au carré, la distance qui les sépare. Même pour l'atomistique, pour Bohr, normalement, vous avez étudié la force électrostatique. Pour que l'électron reste sur l'orbital, donc il y a une force attractive du noyau et une force centrifuge, normalement centrifuge, qui essaye de le repousser, de même de la vitesse. Et c'est pourquoi l'égalité des forces, donc pour nous, la force électrostatique, c'est entre positif et négatif, donc c'est qui 1 fois qui 2 sur 4 pi epsilon 0. Le epsilon 0, c'est quoi? On dit le coefficient diélectrique du vide, de l'air. Donc, pour l'eau, il a aussi un coefficient diélectrique ou bien un coefficient d'ionisation. Mais pour l'air, normalement, c'est de l'ordre de 10 moins 6, moins 12. Alors, pour l'eau, c'est de l'ordre de 40 ou bien de 80. Oui, de 80. Debye, on parle de Debye, donc de 80. Eh bien, ce coefficient-là, il est très important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ionisation, l'attraction, donc le composé AB, lorsqu'on l'a introduit dans le bécher, dans l'eau, il est entouré par l'eau des deux côtés, du côté de A et du côté de B, de deux façons différentes. Et comme ça, il vient l'interaction. Donc, le côté de A qui est chargé positivement, il est entouré par les oxygènes de l'eau. Donc, il y a attraction. Donc, l'eau, il essaye d'attirer le A vers lui. De l'autre côté, l'eau, il est attiré du côté hydrogène avec B qui est chargé négativement. Donc, il y a attraction. Donc, l'eau, il commence à rentrer en compétition avec la liaison qui existe entre A et B. La liaison qui existe entre A et B, c'est une liaison simple. Donc, s'il est fragilisé, s'il y a une très grande électronégativité, donc il est fragilisé. Mais ici, parce que l'eau, il a un coefficient diélectrique très important, donc il va essayer d'attirer l'eau du côté hydrogène, il attire B, l'eau du côté oxygène, il attire A. Ils vont finir par casser cette liaison-là.
Donc, ils vont rentrer en compétition. Et donc, il va finir par casser la liaison qui existe entre A et B. Et comme ça, il va le solvater. Donc, il va entourer globalement A plus. Et l'autre, il va entourer des quantités dont ils vont entourer globalement le B moins. Et comme ça, ils vont les disperser dans la solution. Ça devient des ions invisibles qu'on ne le voit pas. C'est un solide. Et après, il est dissous, il est solubilisé. Donc, on ne le voit pas. Donc, c'est un ion qui porte des charges. A porte la charge plus et B porte la charge moins. Et c'est des ions. Donc, ils sont invisibles. C'est pourquoi la solution devient homogène. On a rentré un morceau de sucre, mais il est dissous. C'est vrai pour le sucre, il ne se dissocie pas, mais il se solubilise. Mais pour le sel, il se dissocie. Il se dissocie totalement sous forme de Na+, et Cl-, mais on ne le voit pas, ce sont des ions. On va en parler. Donc ça, on va le reprendre, ça c'est en S3, en plus en détail. J'espère qu'il n'y aura plus de pandémie comme ça sur le tableau. On peut le faire correctement, schématiser tout ce qui se passe au niveau solvatation, de dissociation et de solubilisation, dispersion. Il y a 3 étapes au niveau solubilisation. Donc voilà, le solvant, il a un rôle, c'est parce qu'il il est polaire. Donc c'est pourquoi on dit que les polaires dissous les polaires. Si on introduit un composé apolaire, l'eau il est incapable de le solubiliser. Mais tous les composés polaires sont solubles dans l'eau. Les composés impolaires, il faut chercher un autre solvant. C'est pourquoi, en général, on utilise les alcools, un certain type d'alcool comme solvant. Mais heureusement pour nous, pour notre étude, donc le solvant, il est capable de solubiliser plusieurs composés. Donc, sinon, on aurait affaire à utiliser les alcools comme solvant. Et c'est une autre chimie. Donc, la chimie des alcools, c'est une autre. Donc, pour nous, il est neutre, ça ne dérange pas. Et on l'utilise, il est abondant. Donc, ça coûte pas cher par rapport aux alcools. Donc, c'est un avantage. Et voilà. Donc, comme ça, dans notre solution, une solution pour nous, c'est une solution homogène. C'est un mélange de composés, un mélange de solutés et de solvants. Les solutés, c'est les composés. Voilà, les solutés, c'est ce qu'on veut étudier, nous. On veut étudier ces solutés-là. Ces sels, ces bases, ces oxydants, ces réducteurs, ces complexes, ces sels. Donc, on veut les utiliser. Mais pour l'utiliser, il faut le trouver un milieu d'étude. C'est l'eau. C'est notre solvant. Donc, le soluté, on va le mettre dans le solvant et comme ça, elle est prête pour être étudiée. C'est la même chose pour l'industrie automobilière ou bien d'autres industries. Donc, on va ramener les matières premières, donc le moteur et tout ça, et on va faire le montage. Pour eux, ils vont faire le montage de la voiture, donc bien sûr, dans une usine qui contient, bien sûr des rails ou un truc comme ça, de matériel nécessaire pour faire l'assemblage. Donc, c'est leur usine, leur milieu de travail. Pour nous, on veut étudier quoi? On veut étudier les solutés d'un certain nombre de composés. Et bien, ces composés-là, on va le mettre en solution, et comme ça, ils seront prêts pour être étudiés. Donc, voilà, c'est pourquoi on dit qu'il y a absence, il n'y a pas de réaction, on ne va pas obtenir, on va garder on peut dire, tiens, voilà, mais on dit qu'il y a absence de réaction. Cette solubilisation, ce n'est pas une réaction, parce qu'on va garder le même AB, le composé AB, on va juste le solubiliser, mais si AB ne va pas se transformer pour donner d'autres composés, il ne donne pas d'autres composés dans un premier temps. Il va rester lui-même, mais il s'est solubilisé. La même chose pour le sucre. Le sucre, lorsqu'on le solubilise, il ne se dissocie pas. Le saccharose, c'est pourquoi la solution, ici la solution, il n'est pas conductrice de courant. Ça, c'est un autre problème, on va en parler en histoire. Mais ici, donc, il se solubilise, mais il ne se dissocie pas. Donc, il reste lui-même. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction. D'autres composés sont prêts pour se dissocier, mais ils ne se transforment pas. Et la solution, elle est homogène. On ne voit qu'une seule phase. Donc, une solution, c'est une solution homogène d'au moins deux constituants, l'un soluté, l'autre solvant. J'espère que c'est clair pour ici. On va y revenir
dans les séances prochaines, chaque fois que l'occasion se présente. Maintenant, donc, les titres pour cette solution-là, les titres. Étudier, on va étudier quoi? On va étudier les solités. Dans la solution, on va étudier les solités. Et bien, pour étudier les solités, comment on va l'étudier? On va introduire un composé, le solité AB, un composé AB dans l'eau. Il faut au moins connaître sa quantité. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un titre, le titre de la solution, ou bien la concentration. En général, ça tourne autour de la concentration, ce qu'on appelle une concentration. On a introduit un acide de concentration 10-3, l'autre de... Et bien voilà, on va essayer de rappeler c'est quoi ces concentrations. Donc, vous avez ce qu'on appelle la molarité, ou bien la concentration classique, ce qu'on parle de concentration, c'est la molarité. Donc, il y a une définition avec... Ou bien vous allez trouver dans des exercices une solution unimolaire. Molaire, donc c'est une mole par litre. Donc, c'est le nombre de moles par rapport à un volume d'un litre de solution. Donc, N, le nombre de moles, en général, c'est la masse molaire. Puisque la masse molaire, en général, c'est en grammes par mole. Ou bien en kilogrammes, ça dépend, mais en général, c'est en grammes par mole. Donc, ici, la molarité, c'est le nombre de moles, N sur V. C'est N classiquement, donc la concentration C, c'est N sur V. N, si on a un nombre de moles, c'est ça. Parfois, on vous donne une masse. Donc, si on vous donne une masse de constituant, on peut retrouver son nombre de moles en divisant par la masse molaire de ce composé-là, et on trouve le nombre de moles. Il y a aussi la concentration massique, elle est exprimée en grammes par litre de solution. Le volume, ici, on parle massique, donc c'est la masse, c'est relatif à la masse. Concentration molaire, c'est relatif au nombre de moles, et concentration massique, c'est relatif à la masse. Le volume, il est le même par rapport à 1 litre de solution. Donc, on vous donne un exemple, soit une solution de 4 grammes de soude, c'est le solité, parce que chaque fois qu'on parle du titre de la solution, ou bien concentration de la solution, on parle de solité. L'eau, il est majoritaire, l'eau, il est en grande quantité, on ne parle pas de sa concentration. On va dire que c'est infini. Vous allez déjà voir, on va le voir encore. Lorsqu'on va donner la concentration de l'eau, la concentration de l'eau, il est infini, puisqu'il est supérieur de loin à la concentration des solités. Et de ce fait-là, pour simplifier, parce qu'on ne peut pas mettre infini, imaginez, vous avez une solution, par exemple, de la soude à 10-3. 10-3, alors que pour l'eau, on dit que c'est 1. On donne la valeur 1. C'est juste pour simplifier l'écriture et pour la commodité. Il est donc 1, si je compare 1 par rapport à 10-3, donc le solité, il est 1000 fois inférieur par rapport à l'eau. 1 par rapport à 10-3, c'est 1000 fois inférieur. Donc vous imaginez, donc il est négligeable, il est minoritaire. Donc c'est pourquoi on dit que le solité, il est minoritaire et le solvant, il est majoritaire, c'est infini pour nous. Pour nous, c'est infini, mais bien sûr, on ne peut pas mettre, pour raison de calcul, tout ça, on ne peut pas mettre infini. Infini, donc c'est un autre sens. Donc, on met 1, et c'est largement représentatif. C'est une approximation, mais c'est largement représentatif, c'est significatif, c'est acceptable. Donc, imaginez une solution de 4 grammes de soude, qui est le solité, dans 1 litre d'eau, qui est le solvant. Donc, la concentration, on dit quoi? C'est le nombre de moles ici. Or, on a la masse. Donc, c'est la masse molaire. Donc, elle est égale à 4, la masse qu'on a introduite dans l'eau, 4 grammes. C'est la masse molaire de la soude, NaOH, comme vous le savez. Donc, c'est 23, 1, 24, et l'autre, c'est 16. Donc, ça fait 40 grammes par mole, fois 1 litre, divisé par, bien sûr, par 1 litre. Et ça donne 0,1 mol, c'est-à-dire 10-3 mol par litre. Et la concentration massique, c'est la masse sur le volume, donc c'est 4 grammes par litre. Donc voilà des exemples comme ça. Vous allez voir au niveau série 1, donc comment on calcule à partir des solutions, un produit industriel, donc c'est-à-dire de l'usine, comment retrouver les concentrations qu'on utilise au niveau laboratoire. Un composé très concentré,
parce qu'on achète des produits très concentrés, et comme ça, par dilution, donc on va voir c'est quoi la dilution, on prépare des solutions donc, de concentration bien déterminées. Ceci dit, donc ici, la molalité des solutions, ça à l'échelle industrielle, on ne parle pas de volume, on parle de concentration des solvants, donc de masse des solvants. La masse des solvants, donc c'est en kilogrammes. Donc la molalité ou la concentration molare et le nombre de moles, toujours le nombre de moles de notre soluté, mais par rapport au kilogramme de solvant. Donc kilogramme, on peut peser, donc pour eux c'est facile de peser que de mesurer le volume. Donc ici on parle de kilogrammes de solvant. Ça, cette molalité elle est utilisée à l'échelle industrielle. Oui, réaction chimique, c'est quoi une réaction? Je dis donc, je reviens à la réaction. On a dit dans une solution. Une solution, c'est un mélange homogène de moins de constituants, le solvant, le soluté. Oui, s'il vous plaît, entre parenthèses, vous devez avoir un stylo et de quoi écrire, sur quoi écrire. Donc, en m'écoutant, vous devez noter ce que je dis. Parce qu'il y a des explications qui n'existent pas. Voyez le diapo, vous aurez en PDF le cours. Mais il y a des explications qui ne sont pas marquées ici. Donc, vous devez à chaque fois que vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous devez le noter. Vous devez le noter, c'est très important. Et comme ça, vous pouvez y revenir. Si vous n'arrivez pas à noter, même en renvoyant, je vais vous envoyer l'enregistrement, essayez s'il vous plaît. Essayez d'être méthodique et appliqué. Essayez de noter. Vous aurez le temps, par la suite, en écoutant l'MP4, donc essayez de noter sur papier, parce que sur papier, ça reste. Et vous pouvez y retourner à chaque fois. Vous pouvez plus écouter la vidéo, mais sur papier, vous pouvez revenir à chaque fois. Il a dit ça, il explique ça. Comme ça, vous comprenez mieux. Donc, essayez de revenir. Donc, je vais vous envoyer l'enregistrement. Essayez de revenir. Si vous arrivez à noter maintenant, tant mieux. Sinon, essayez de revoir la vidéo une ou deux autres fois. Et comme ça, vous pouvez noter tout ce qui vous échappe. Et pour avoir un résumé complet, donc avec les explications, parce que si vous arrivez à comprendre, ça y est, vous retenez tout. Ce n'est pas besoin d'apprendre. Il faut comprendre pour apprendre. Donc, si vous arrivez, et avec la prise des notes, c'est-à-dire vous notez ce que je dis, comme ça, vous aurez plus d'explications, donc vous allez comprendre mieux. Donc, ici, je disais pour une solution, c'est un mélange homogène, solide, solvant. Et comme ça, donc, la solution, il ne se passe rien, il n'y a pas de réaction. Les règles, il faut qu'il n'y ait pas de réaction dans la solution. Et il faut que la solution soit homogène. C'est pourquoi le solvant solubilise tout sur la base de ses propriétés qui est polaire et il a un coefficient diélectrique ou bien un coefficient d'ionisation très important. Maintenant, on revient à c'est quoi une réaction? Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est quoi une réaction chimique? Vous avez vu les équilibres chimiques, les réactions chimiques en thermo. Vous avez déjà défini c'est quoi une réaction. Même au niveau secondaire, vous avez vu les réactions chimiques. C'est quoi une réaction chimique? Oui, est-ce qu'il y a une réponse? Eh bien, je vous rappelle que les réactions, vous les utilisez en cuisine. À chaque fois, vous êtes amenés, surtout les demoiselles, à faire des réactions chimiques. Oui, donc voilà des réponses qui contiennent des réactifs et des produits. Transformation, voilà, c'est ça le mot. Et ça, oui. Et ça,
Oui, c'est une transformation. Donc voilà, normalement, oui, dans la réaction, donc on a des réactifs et on a des produits. Mais le mot le plus important dans une réaction, c'est que c'est une transformation. C'est une transformation chimique. Une réaction, c'est une transformation chimique. Mimoji, donc c'est une transformation, bravo. Donc normalement, donc c'est une transformation des réactifs en produits. C'est une transformation des réactifs en produits. Vous introduisez, donc vous mélangez des réactifs, action réciproque de deux ou plusieurs substances qui entraînent une transformation. Transformation, il n'y a pas de transformation des électrons. Transfert, on parle de transfert d'électrons et non pas transformation des électrons. Attention. Donc, on va laisser ça pour l'oxydoréduction. Donc, s'il vous plaît, donc, le but, c'est quoi, bon cours? J'insiste, et j'aimerais bien que vous mettez ça dans votre tête, vous comprenez ce que je veux dire par là. Je veux que vous soyez juste au niveau réponse, que vous soyez rigoureux, donc décap, et que vous soyez scientifique dans vos réponses. On ne va pas lancer les réponses comme ça. Donc, il faut qu'on réponde juste. Répondre juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne mieux pour répondre. Je comprends la question et je réponds à la question correctement. Donc, c'est pas comme ça. C'est vrai, on a des éléments de réponse. Vous avez des éléments de réponse. Mon but ici, oui, bien, mon rôle ici, c'est que vous arrivez avec ces éléments de réponse, vous serez capable de répondre correctement et juste. C'est ça la rigueur, ce qu'on parle de la rigueur scientifique. Donc, vous répondez correctement scientifique. C'est pas comme ça. On a écouté, j'ai entendu ça. Non, c'est pas j'ai entendu. Je sais, je réponds justement. Donc, normalement, c'est une transformation des réactifs en produits. Je disais que vous utilisez en cuisine. Et surtout les demoiselles, les mamans, surtout. Donc, eh bien, le pain, pour préparer le pain, c'est un exemple concret qu'on le vit tous les jours. Le pain, c'est une transformation pour. Vous avez de la farine, de la semoule, vous avez la levure, vous avez le sel, vous mettez des réactifs. Au départ, c'est de la farine, c'est de l'eau, et vous ajoutez du sel, vous ajoutez la levure, et vous mélangez. Vous mélangez, et enfin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une pâte et des pains. Et des pains. Voilà, donc c'est des réactifs que vous avez transformés en pain, moyennant malaxage. Donc, vous avez malaxé, vous avez mélangé, et après, vous avez mis au four. Donc, c'est une transformation. On a transformé la farine en pain. C'est une réaction. Et donc, même au niveau, donc, on peut dire beaucoup de choses. Donc, je donne en général des exemples concrets comme ça pour vous sensibiliser, que vous retenez le plus important. Donc, c'est une transformation. Vous avez des réactifs A et B. Dans l'exemple, vous avez donc ici, vous avez A et B, et après, vous obtenez C et D. C et D, c'est quoi? Donc, et les règles dans une réaction, c'est quoi la règle? Surtout la règle de Lavoisier. Dans une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. On ne perd rien et on ne crée rien, mais tout simplement, on transforme. Vous avez de la farine, la quantité de farine que vous allez mettre dans votre récipient, avec la levure, avec le sel, avec plusieurs sortes de farine, comme ça, avec des semoules. Et après, vous allez obtenir une pâte. Vous allez obtenir donc une pâte, et la pâte, ça va vous donner le pain que vous allez cuire au feu, et c'est une transformation. Rien ne se fait. Vous n'avez rien créé, c'est à partir des éléments, à partir de vos réactifs, vous allez mélanger vos réactifs, vous allez les malasquer comme vous voulez, mélanger comme vous voulez, et vous allez obtenir C et D. Le nombre de moles qu'on a introduit au départ, on va le retrouver à la fin.
Donc, la masse qu'on a introduite au départ, on va le retrouver à la fin, mais sous une autre forme. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire une transformation. Ça veut dire une transformation. Donc, il a lieu entre réactifs conduisant à des produits. Le nombre, oui, ici vous voyez dans l'exemple le alpha, le nombre entier qui précède chaque entité, donc au niveau réactif ou bien au niveau produit, alpha, bêta, gamma et sigma, donc on les appelle les coefficients stoichiométriques. Vous avez déjà vu ça, les coefficients stoichiométriques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha de A peut réagir. Donc, pour réaliser la réaction, j'ai besoin de alpha de A et de bêta de B. Sinon, si je n'ai pas le alpha, je ne peux pas produire sigma ou bien gamma de C et sigma de D. Donc, il y a une proportionnalité au niveau réactif et au niveau produit. J'ai besoin, c'est ça ce qu'on appelle nos équilibrer la réaction, c'est-à-dire quel est le nombre de moles. Donc, il faut respecter. Donc, ici, c'est d'une façon générale, mais après, vous avez autant d'atomes de chaque élément, de carbone, par exemple CO2, donc on va les retrouver. Rien ne se perd, rien ne se crée. On va les trouver, mais on va les trouver dans un autre produit. Ils n'ont pas le premier, le réactif. Ils peuvent disparaître totalement. C'est ça ce qu'on appelle la réaction totale. Ou bien, on peut obtenir un équilibre. Un équilibre chimique, ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre un équilibre chimique et une réaction totale? Oui, un chat ou un truc comme ça, une réponse. Vous pouvez parler si vous voulez. Vous pouvez parler. Quelle est la différence entre... Oui, c'est quel est le but de ce module? Assia. Le but de ce module. On a soulevé cette question la première fois. Plutôt, quel est le but de ce chapitre-là? Mademoiselle? Assia. Oui. Mehdi assis là. Oui, le Mehdi. Tu viens. Tu peux parler, Mehdi. Mehdi? Oui, tu peux parler, Mehdi. Tu peux parler. Tu peux poser ton question. Oui, bien sûr. Donc, ici, c'est la question, quel est le but de ce module? Oui, le but, je l'ai dit. Les réactifs sont totalement transformés. Oui, la réaction totale, c'est ça. Oui, pour ce genre de questions, donc le but, je l'ai défini au départ. Je ne sais pas si vous étiez là, le début de la séance. Le but, je le reprends, hein, ça ne me dérange pas de le reprendre, mais ça nous éloigne de la question que j'ai posée. Donc, normalement, le but de ce module, c'est la réaction, étudier les 4 types de réactions. Et pour étudier, donc, je rappelle l'intérêt de ce chapitre-là, c'est l'introduction à la chimie de solution. Donc, ce chapitre-là, son but, c'est quoi? C'est le milieu on définit maintenant le milieu de travail, et après, on va passer aux réactions. Donc, le but du module, c'est identification, l'étude des 4 types de réactions chimiques. Acido-basique, oxydoréduction, précipitation, complexation. Et pour les étudier, donc bien sûr, la réaction acido-basique, on va étudier les acides et les bases. Et pour étudier les acides et les bases, on va les mettre en solution. Donc, on est en train de définir la solution avant de passer au réactif.
C'est pourquoi on définit, c'est quoi une réaction. On rappelle ici, c'est juste un rappel. Ce chapitre-là, c'est juste un rappel de ce que vous avez étudié jusqu'à présent, mais on va l'approfondir par la suite pour les réactions. Les réactions. Oui, donc ici, je disais réaction totale et réaction équilibrée. Dans une réaction totale, les réactifs ils vont disparaître. On va consommation de tous les réactifs. Donc, tous les réactifs vont disparaître. Mais pour une réaction équilibrée, il y aura un équilibre entre les réactifs et les produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réactifs ne vont pas disparaître, ils vont se dissocier. On va consommer une certaine quantité dans une proportion, on va en parler par la suite. Une fois on va arriver aux réactions, surtout les acides faibles et les acides forts, les électrolytes, on va le voir maintenant. Donc, on va en parler. Donc, la différence, c'est que ce qu'il faut retenir, dans une réaction totale, tous les réactifs vont disparaître. Il y aura la place que coproduit. Donc, on obtient le produit. À la fin de la réaction, on n'obtient que les produits, les réactifs, zéro concentration. Mais pour l'équilibre chimique, on a un équilibre, c'est-à-dire la coexistence. Et les réactifs et les produits, ils coexistent dans une proportion bien déterminée. On va le définir, cette proportion-là. Donc, voilà, ici, c'est le cas. Donc, les électrolytes forts et les électrolytes faibles, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est les composés, c'est nos solides avec lesquels on va travailler. Selon la nature, les acides, les bases, les oxydoréductions, les sels, les complexes, on l'appelle ici les électrolytes. Il y a des électrolytes qui sont forts et des électrolytes qui sont faibles. Donc, les électrolytes qui sont forts, oui. Monsieur, il y a une relation entre thermochimie et chimie de solution. Mais bien sûr, toute la chimie est gouvernée par la thermochimie. La base de la chimie, c'est la thermo. Vous allez voir ces réactions-là, est-ce qu'elles sont possibles ou pas? Oui, delta G. Voilà. Donc, c'est la thermochimie qui gouverne les réactions. C'est la thermochimie. Tout ce que vous avez en thermochimie, on l'utilise, nous. Parce que oui, bien sûr, delta G, lorsqu'il y a des réactions qui sont impossibles. Et ça ne se passe pas dans la réalité. Ça on ne va pas les trouver. Nous, on étudie tout ce qui est possible. Donc, ça veut dire que leur delta G, il est négatif. Ce sont des réactions spontanées. Et on peut avoir des réactions non spontanées. Mais ça... Oui, monsieur, c'est ça la question de le but entre la thermochimie et la chimie de solution. Mais ce n'est pas dans le défilement de ce cours-là. Donc, normalement, j'ai posé la réaction autrement. Normalement, la différence entre réaction totale et réaction équilibrée. Mais l'intérêt de thermodynamique, le but, c'est pour nous, ce n'est pas la thermodynamique. Le but, c'est les réactions. Donc, les types de réactions que vous saurez à la fin, identifier les 4 types de réactions qu'on va étudier. Et pour les étudier, on est en train de donner le milieu réactionnel. On est en train d'étudier le milieu réactionnel et les transformations possibles d'une façon générale, parce que par la suite, ici dans l'électrolyte, qu'on dit électrolyte fort ou bien électrolyte faible, par la suite, essayez de fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, par la suite, ces électrolytes-là, on va les identifier. Les électrolytes, une fois dans la première partie, ce sera des acides et des bases. Les électrolytes ici, dans la deuxième partie, ce sera un sel et ce sera un couple oxyde. Voilà, donc ici, d'une façon générale, on vous donne la recette ou bien le milieu réactionnel. On va essayer de comprendre c'est quoi un milieu réactionnel, c'est quoi le solide, c'est quoi le solvant, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la réaction est totale ou bien il est équilibré, par quoi il est géré lorsque la solution est totale ou bien équilibrée. Donc c'est la loi d'Oswald. Vous avez vu tout ça en thermodynamique. C'est la thermodynamique.
Sans la thermodynamique, on ne peut pas avancer des choses. Tout ce qu'on avance, il est vérifié, il est justifié par la thermodynamique. Oui, donc, si je continue, donc ici, j'arrive aux électrolytes. Les électrolytes, c'est pour nous, on est en solution. Il ne faut pas oublier qu'on va travailler en solution. On a défini notre solvant. Le solvant, c'est l'eau. Et les autres composés, c'est-à-dire le solité ou bien les électrolytes, ça aussi, c'est un électrolyte, c'est un composé chimique. Eh bien, cet électrolyte-là, il peut être de nature différente. Il peut avoir deux caractères. Ou bien il est fort, ou bien il est faible. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on va parler des acides forts et des acides faibles. Donc, mais ici, on va les définir de façon générale. Et une fois on va aborder les acides et les bases, on ne va plus parler d'électrolytes. On va parler d'acides forts, d'acides faibles. Pour l'oxydoréduction, on va parler d'oxydants réducteurs, forts ou faibles. Donc, voilà. Donc ici, on va continuer. La dissociation de certains corps, acides, bases ou bien sels fournit des solutions conductrices du courant électrique. Ces substances ioniques sont appelées électrolytes. On distingue les électrolytes forts et les électrolytes faibles. Donc les électrolytes forts, donc c'est le cas où c'est lorsqu'ils se dissocient totalement. Vous savez ça. On va le définir aussi pour les acides. Un acide fort, c'est un composé qui se dissocie totalement. Un sel fort, c'est un sel qui se dissocie totalement. Et une base forte, c'est quelque chose qui disparaît. Une fois on le met en solution, il disparaît. Donc voilà, NaCl, une fois on le met dans l'eau, il va se mettre sous forme de Cl- et Na+. Pourquoi? Parce que normalement, la liaison elle est ionique, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et comme ça, il a ce caractère-là de fort. Ce caractère de fort. Donc, il attend juste le milieu dans lequel où il peut se dissocier totalement. La même chose ACl. ACl, lorsqu'on met dans l'eau, il va se mettre sous forme de Cl- et H3O+. Donc, il est fort, la réaction elle est totale. Au départ, à T est égal à 0, on a NaCl et ACl. Une fois on le met dans l'eau, NaCl disparaît. ACl disparaît, il cède la place aux réactifs qui sont sous forme d'électrolytes des ions. Cl- et Na+, ou bien Cl- H3O+. Ça, c'est ce qu'on appelle d'électrolytes forts. Il y a les électrolytes faibles, vous voyez qu'il y a double flèche. Donc, il y a un équilibre. Ils ne vont pas se dissocier totalement. Donc, ils se dissocient partiellement. Il y a un pourcentage de dissociation pour les électrolytes. 40 à 10%. En général, les électrolytes faibles ne dépassent pas les 10%. 10% de dissociation. Et comme ça, le réactif, il va rester à 90%, 80-90%. On a la dissociation juste de 5, 2 à 10%. Perdican peut aller jusqu'à 20, mais quand même, donc il y a un équilibre. Donc ici, on a et le réactif et les produits, ils vont coexister ensemble. Ils vont coexister ensemble. La même chose donc pour cyanure HCN, il ne se dissocie pas totalement, il se dissocie partiellement et vous obtenez des équilibres chimiques. Oui, donc pour ces équilibres chimiques-là, pour étudier un électrolyte fort, ça peut être un acide, base, tout ce que vous voulez, oxydoréducteur, un électrolyte fort. La réaction, elle est totale. Pour étudier ce système-là, c'est-à-dire le solide qui est fort, l'électrolyte qui est fort dans l'eau, bien sûr en solution, on a besoin de la seule connaissance de son titre, ou bien c'est sa concentration. Si on connaît la concentration d'un électrolyte fort, ça y est, on peut étudier. Parce que lorsqu'il va se dissocier, toute la quantité va passer dans ces ions. Si je reviens ici, pour l'électrolyte NaCl, imaginez ici NaCl, il a une concentration de 10-3. À T est égal à 0. À T final, NaCl, elle a disparu. Donc, normalement, la quantité, elle va passer dans les produits. Les produits, on a Cl- et Na+. Donc, le 10-3, j'aurai Cl- est égal à 10-3 et Na+ est égal à 10-3. Donc, si j'ai la concentration de l'électrolyte fort, ça y est, je peux étudier mon système. Je peux étudier les produits qu'on va obtenir. On sait
leur concentration. Mais pour un électrolyte faible, est-ce que seulement avec la concentration, je peux donner les concentrations des produits? Eh bien non. Non, je ne peux pas donner, puisque c'est un équilibre, et je viens de dire que oui, donc ici, je viens de dire qu'un électrolyte faible, il se dissocie au maximum pour nous 10%. Donc le 10%, qui va me préciser est-ce que c'est 10%, 5%, alors que je connais la concentration, ça c'est l'acide formique, donc l'acide formique a une concentration 10-3. Si je sais que c'est 10%, je peux déterminer la quantité, la concentration de l'acétate, l'ion, ou bien H3O+. Donc, j'ai besoin d'une autre donnée. La seule concentration de l'acide ou bien de l'électrolyte faible ne suffit pas pour calculer, donner les concentrations de tous les ions en solution. C'est pourquoi on vous donne, à côté de ça, on vous donne la constante d'équilibre. Parce qu'un équilibre, il est défini par sa constante. Et pour Mehdi, c'est ça ce que vous avez étudié en thermodynamique. Donc, normalement, chaque équilibre, il est affecté, il est étudié par il est caractérisé par une constante d'équilibre. Donc, si on n'a pas la constante d'équilibre et la concentration de l'électrolyte, on ne peut pas déterminer les concentrations des autres éléments. Parce que dans la concentration, dans la constante d'équilibre, on a les données sur le pourcentage de dissociation de ce composé-là. Et on va le développer. Donc, c'est pourquoi on dit le coefficient de dissociation relatif à cet équilibre est noté alpha. Alpha, c'est le nombre de moles dissous, c'est la quantité dissociée, c'est le nombre de moles initial. Et si on va plus loin, donc normalement, on doit finir à 10 heures. Vous avez un cours après. À quelle heure vous avez le cours? Oui. S'il vous plaît, quelqu'un me répond? À 10 heures, oui, à 10h15, oui, c'est ça. Donc, c'est ça le problème. On ne peut pas déborder. Normalement, si on a plus de temps, on peut faire plus qu'une heure et demie. Donc, on peut faire plus. Donc, c'est pourquoi je vais essayer, dans l'avenir, donc, d'essayer de trouver un créneau avec l'administration pour qu'on ait plus de temps, au moins faire plus de 2 heures ou un truc comme ça. Donc, je vais essayer de chercher ça, parce que toujours on est limité, on doit s'arrêter à 10 heures parce que vous devez rentrer dans l'autre séance. Oui, donc ici, je laisse ça à la prochaine fois. Oui, je vais m'arrêter là. Donc, il est presque 10 heures. On s'arrête là. Donc, j'espère que vous avez, je ne sais pas, comme c'est ça, je ne vois pas vos sentiments, c'est ça le problème de la distance. Oui, messieurs, donc normalement, c'était un plaisir d'entamer. Donc, ça, ce n'est que le début. On va essayer de faire mieux les séances à venir. Donc, je vais essayer de vous envoyer donc, le plus bref délai, donc l'enregistrement. Essayez de le consulter. Et une chose elle est très importante, c'est la dynamique du groupe. Normalement, lorsque les TD vont commencer, ou bien pour mieux assimiler votre cours, essayez de faire des groupes, même si à distance, des groupes de chat, de WhatsApp, par exemple, entre vos camarades, il faut qu'il y ait une affinité. Donc, un groupe de 2, de 3 ou bien de 4, maximum 4, et vous échangez des questions. Si jamais vous avez des problèmes, vous m'envoyez vos questions. Donc, sont les bienvenus, je vais répondre. Donc, j'étais ravi, donc, très enthousiaste de passer ce moment avec vous. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre attention et bon courage.
merci à vous, c'est gentil, merci à vous. Donc, je suis là pour vous, donc, à la prochaine. Au revoir. Et essayez de suivre l'autre cours, donc, dans votre intérêt.